Bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices. L'Institut Cartier-Roberval vous souhaite la bienvenue dans un projet audio associant archéologie, histoire, chimie, biologie et pédagogie. Aujourd'hui, les membres de l'ICR ainsi que leurs partenaires des centres de services scolaires des découvreurs et de Port-Neuf se penchent sur la question de l'ANEDA, un arbre mystérieux qui fait encore débat de nos jours et qui représente une opportunité pédagogique extraordinaire pour les enseignants québécois. Nous le verrons plus tard. Qu'avons-nous au menu dans ce balado? En vrac, nous discuterons de l'historique de l'ANEDA, des hypothèses possibles concernant son identité, du projet développé entre les compétences scientifiques et historiques dans nos écoles secondaires et des symptômes du scorbut, une maladie intimement liée à notre thématique. Sur ce, l'ICR vous souhaite une bonne écoute. Donc, je me présente, Laurence Lefebvre, responsable des médias et communications à l'Institut Cartier-Roberval. Je suis enseignante en histoire au collégial. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter ce balado. Aujourd'hui, on se trouve chez notre hôte, Monsieur Gilles Sanson, président de l'Institut Cartier-Roberval, qui nous accueille aujourd'hui pour un balado sur la question de l'ANEDA. Donc, on va discuter de ça aujourd'hui. Et je vais vous donner la parole à tous ceux qui se trouvent ici avec moi, qui vont intervenir à plusieurs divers moments du balado aujourd'hui pour voir notre question. Donc, je commencerai avec notre hôte, Monsieur Gilles Sanson. Gilles Sanson, je suis archéologue. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années au ministère de la Culture et maintenant, nous sommes partenaires d'un institut Cartier-Roberval et puis nous faisons toujours de la recherche sur le site Cartier-Roberval qui est le centre de nos intérêts. Et aujourd'hui, effectivement, nous allons traiter d'un sujet qui implique non seulement le site Cartier-Brébeuf sur la rivière Saint-Charles, mais le site Cartier-Roberval, puisque Cartier a trouvé l'ANEDA sur le site. Merci beaucoup. Donc, je donnerai la parole à Madame Daphné Edmond. Bonjour, alors moi c'est Daphné Edmond, je suis conseillère pédagogique en sciences et technologies au Centre des services scolaires des découvreurs. Avant tout, je suis une enseignante de sciences au secondaire, enseignante secondaire 3 particulièrement, qui est l'année qui est pas mal touchée dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui touche l'être humain dans la santé et dans la nutrition. Donc, ça nous intéresse particulièrement. Donc, maintenant, Monsieur Daniel Deschaines. Oui, merci Laurence. Daniel Deschaines, je suis CP en univers social au primaire et au secondaire. Également, j'ai une portion numérique à ma tâche. Je m'intéresse à Cartier-Roberval depuis quand même une bonne dizaine d'années. J'ai déjà fait des activités en lien avec l'archéologie, puis par un heureux hasard, j'ai été en contact avec les gens de l'ICR. Puis, moi, je m'intéresse en fait beaucoup à l'histoire terrain, donc le fait que les élèves sortent de la classe ou touchent à des sujets un peu plus scientifiques. Souvent, on peut penser à tort ou à travers, je sais pas quoi, mais que ce qu'on fait en classe, des fois, c'est est-ce que c'est vraiment de l'histoire quand on travaille dans des cahiers, puis on a des planifications là, de A à Z, tout ça, puis ce serait intéressant d'en sortir à quelques moments, puis de vivre des activités scientifiques. Et ce que je trouve intéressant dans le projet, c'est justement la combinaison avec l'univers des sciences de ma collègue Daphné, puis de vivre quelque chose qu'on va présenter aux élèves, puis qui va être un contenu multidisciplinaire. Donc, l'école, il peut y avoir des silos, il peut y avoir des cloisons, mais on peut les retirer à certains moments. Donc, ça, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, je suis très content d'être présent aujourd'hui autour de la table. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Claire Dauteuil. Je représente la Société historique du Cap-Rouge qui est fière de s'associer depuis le début avec l'Institut Cartier-Roberval et nous collaborons dans la mesure du possible et on est toujours fiers de le faire. Donc maintenant, j'inviterai Richard Fizet à se présenter. Richard Fizet, je suis archéologue avec un doctorat en archéologie historique du Québec. J'ai travaillé avec Gilles Sanson comme co-directeur sur le projet Cartier-Roberval et nous travaillons toujours encore sur ce projet avec l'Institut Cartier-Roberval.
C'est un projet tellement important pour le Québec qu'on n'a pas lâché ce petit trésor là, de connaissances. Alors moi, personnellement, comme expérience de travail, j'ai travaillé un peu plus d'une quarantaine d'années, je ne dirais pas combien de plus, là, mais comme consultant pour divers organismes et organisations. Après avoir travaillé sur Cartier-Roberval, j'ai surtout concentré le principal des efforts sur ce site qui a une grande importance tant symbolique que pour l'histoire du Québec. Alors, merci. Merci tout le monde. C'est important de rappeler aujourd'hui que, certes, il y a donc les membres de l'Institut Cartier-Roberval, mais avec nous, il y a aussi des représentants le Centre de services scolaires des découvreurs et Portneuf qui vont nous introduire aujourd'hui donc la question finalement de la pédagogie et de la NED. Bien, merci beaucoup, Laurence. Donc, pourquoi nous sommes rassemblés ici autour de l'ANEDA? Il y a peut-être une petite histoire, là. Puis je salue ma collègue CP là, de Portneuf, Valérie Thomassin, qui n'est pas avec nous, mais jadis, elle et moi, en fait, on a eu un projet. On travaillait avec M. Lavoie, Carl Lavoie, et on vivait une visite du site Cartier-Roberval parce que notre intérêt, c'était de développer des activités pédagogiques pour amener les élèves sur le site archéologique pour le mieux se l'approprier. Il est sur le territoire des découvreurs, pas très loin aussi de la réalité de Portneuf, à quelques 30 minutes à peu près, 45 minutes. Et durant cette visite-là, donc à laquelle dans le fond participaient les archéologues, là, donc Richard était là, Gilles était là, Carl était là, entre autres. Il y avait des enseignants et je me rappelle de ce moment-là où l'un d'entre vous avait mentionné, anecdotiquement peut-être, que l'ANEDA, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement clair au niveau historique, il n'y avait pas nécessairement d'évidence. Puis pour nous, le monde de l'enseignement, le monde de l'éducation, ça a un petit peu ébranlé nos conceptions parce que depuis l'école, depuis le primaire, le secondaire, ce qu'on a appris, ce qu'on a enseigné, ce qu'on a appris sur les bancs d'école en didactique à l'université, ça a ébranlé un peu notre vision un peu de l'histoire, comment on l'enseigne, puis c'est quoi la valeur de ce qu'on enseigne. Tellement que Valérie et moi, on s'est dit, on va travailler. Ça nous intéresse vraiment beaucoup, la question de l'ANEDA, puis on aimerait beaucoup vous entendre, les gens de l'ICR, sur cette problématique-là, puis comment on pourrait la traduire en termes d'activité pédagogique, parce que le but, c'est de faire connaître aux élèves jusqu'à un certain point que l'histoire, c'est une science. Puis une science, ça évolue, ça peut être attaqué, on peut questionner peut-être des conclusions, amener des nouvelles perspectives. La science a cette démarche-là, l'histoire aussi. Donc, il y avait plein d'objectifs. Donc, c'est un peu ça le préambule, pourquoi on est ici aujourd'hui. Et justement, je pense qu'il faut commencer avec l'ANEDA, ce que l'on en sait via les écrits, parce qu'en histoire, on travaille beaucoup avec les sources. Les élèves ont, dans les manuels, accès à quelques sources. Comme je disais aux archéologues de l'ICR, c'est Cartier-Roberval, c'est un encadré. L'ANEDA, c'est 3 lignes dans le manuel d'histoire nationale. Donc, on va lui accorder un peu plus d'importance parce que c'est symbolique, puis ça mobilise aussi d'autres savoirs qui vont mêler, entre autres, les Autochtones. Ça, c'est au programme aussi. Donc, la vision du monde, de la science, comment on construit la connaissance, puis tout ça. Donc, si vous êtes bien entendu prêts et prêtes, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'ANEDA? Peut-être faire un petit tour d'horizon de ce que l'on sait. À partir de Jacques Cartier, des relations jusqu'à d'autres interprétations, d'autres personnages. Donc, qui veut commencer là-dessus? Peut-être au niveau de Jacques Cartier? Gilles? Oui. Je peux peut-être prendre la parole en premier. C'est juste pour dire d'abord qu'on avait déjà envisagé d'avoir une personne du milieu autochtone pour être à notre balado. C'était Lorraine, qui n'est pas ici d'ailleurs aujourd'hui, qui devait s'en occuper. C'est pas nécessairement si simple que ça de trouver la bonne personne. Mais c'est juste une parenthèse que je vais faire là-dessus. Concernant le contexte historique,
effectivement de l'apparition du mot Anéda, hein, parce que le mot Anéda arrive pour la première fois en 1536 ou 1535-36. C'est difficile à savoir parce que le scorbut arrive pendant l'hiver, mais c'est probablement plus dans l'année 1536. Mais en fait, c'est un arbre, ce sont des feuilles que Cartier appelle ça des feuillages, des branches qu'il va aller chercher d'un conifère pour guérir son équipage qui est aux prises avec des symptômes qu'on attribue aujourd'hui au scorbut. Alors, l'anéda est un arbre à partir duquel on utilise les branchages pour faire une décoction. Ils sont allés les chercher, ils les ont fait bouillir et puis les ont fait en ont bu une décoction. Les marcs, c'est-à-dire l'écorce qu'ils mettaient aussi à bouillir, étaient utilisées pour mettre sur leurs plaies, ce qui a pu faire en sorte qu'il y a eu une guérison rapide au niveau de ce qu'ils avaient sur le corps. Mais le breuvage ça a été un remède instantané. Donc, la relation de quartier apporte beaucoup, les relations apportent beaucoup. Il y a quand même des traductions, il y a beaucoup d'allers-retours, là, mais ça apporte quand même certaines informations sans dévoiler quelle est cette essence-là. On parle de l'anéda comme étant un arbre, mais quel est cet arbre-là? Il y a quand même quelques caractéristiques là, qui nous laissent. Là, vous avez dit les feuilles. Donc, on est en hiver, fin de l'hiver, le printemps ça approche. Ça, c'est un gros indice quand même qui est laissé par Cartier. La recherche sur l'anéda, ça remonte loin dans le temps. Mais il y a eu effectivement, on en parlera au cours du balado, mais il y a eu de nombreux chercheurs qui se sont intéressés à savoir quel était vraiment ce conifère. Mais effectivement, à l'origine, c'est le récit du second voyage de Cartier qui date de 1535-1536, qui a été publié quand même plusieurs fois. Hein. Le corpus des récits de Cartier, c'est publié depuis très longtemps. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est quand on parle de feuilles, ben, on n'associe pas naturellement ça à des épines, mais les seuls arbres au moment où ça a été prélevé, c'est des conifères qui gardent tout leur feuillage finalement l'hiver, alors que tous les autres perdent leur feuillage durant l'automne. Un point important à ajouter à ça, c'est que dans le fond, il y a le récit de 1535 qui nous donne les seules, pas les seules informations, parce que l'autre source d'information, c'est le troisième voyage de Cartier, lorsqu'il arrive à Cap-Rouge, où il découvre que l'anéda s'y trouve. Dans le récit, il fait état de l'anéda, et il dit qu'il va aller en parler plus loin dans son récit. Alors, vu que le récit du troisième voyage a été écourté, on n'a pas l'ensemble de la traduction de Richard Hakluyt, on n'a pas la fameuse identification de l'anéda que Cartier nous aurait donnée. Mais dans les quelques informations qu'il nous donne sur le Cap-Rouge, il mentionne quand même sa hauteur et son importance en termes de taille. Il y a aussi le pilote qui a accompagné Roberval, qui est Jean-Alphonse, qui, lui, vient nous donner l'information qu'il y aurait de la gomme blanche sur cet arbre-là, et aussi qu'il l'appelle l'arbre de vie. Parce que c'est un peu la qualité que François Ier, qui a entendu parler de l'histoire de la guérison, parce que c'est quand ils sont revenus en France, ils en ont sûrement parlé. Alors François Ier l'a nommé l'arbre de vie. Donc, si on récapitule, la relation de Cartier fait vraiment le lien entre la maladie, qu'on parlera tantôt un peu plus tard, le scorbut, avec le remède qui se nommerait, enfin, qui est fait à partir de l'anéda, qui est un arbre qu'on décrit, on dit 3 brasses, c'est quoi, c'est 10 brasses de hauteur, 10 brasses de plus de hauteur que les autres, puis de plus, ça c'est important, le 10 brasses de plus que les autres, donc il sort du lot. Est-ce que c'est un pain? Et il y a 3 brasses de circonférence, on sait que c'est en hiver, donc il y a encore des épines. Ça, c'est ce qu'on sait. Faut pas mettre enfin, ça peut être l'interprétation qui a déjà été donnée, que c'est de la circonférence, mais 3 mètres, c'est possible que ça existe, mais ça fait quand même 9 pieds de circonférence pour un arbre au Cap-Rouge. Les plus gros qu'on a vus étaient loin d'avoir 3 mètres de circonférence.
Ça, c'est l'attribution, je pense, de Jacques Rousseau, d'avoir interprété ça comme ça, ou je sais pas, de... Ben, il y en a, c'est trois. En fait, c'est qu'il dit trois brasses. Trois brasses, mais normalement, la conversion donne 5 mètres. Donc, c'est encore plus énorme, là. C'est encore plus. Ouais, moi, j'imaginais plutôt une brasse, là, avec un bras. J'imagine 3 bras pour faire le tronc, là. Voici la traduction que nous avons faite de Richard Hakluyt, qui est une publication qui a été faite du troisième voyage de Cartier en 1600. Je cite, « Et il y a une sorte d'arbre d'environ 3 brasses de plus, qu'ils appellent anéda, dans la contrée, qui possède la plus excellente vertu de tous les arbres du monde, ce dont je ferai mention plus loin. » Voilà le tout concernant l'anéda dans le troisième voyage, dans le récit du troisième voyage de Cartier. C'est à vous de décider si c'est la circonférence ou la hauteur. Donc, tantôt, on a quand même parlé de la relation de Cartier, du lien avec la maladie, dont on parlera un peu plus tard. On parle de l'anéda, c'est le seul mot autochtone dans la relation qu'on peut trouver. Les autres noms font référence à des essences qui sont connues, semble-t-il, en Europe. Il y a quand même aussi un lien à faire avec la France, semble-t-il. Donc, on nous apprend qu'à Fontainebleau, je pense que c'est Jacques Mathieu qui nous le dit, ça, à Fontainebleau, il y a des arbres de vie, donc on associerait dans le fond à l'anéda, qui auront été transportés, donc plantés là-bas. Qui peut peut-être nous parler de cet événement-là, puis de la suite? Donc, il y aurait des essences transportées par bateau, amenées en Europe, et là, qu'est-ce qui se passe avec ces arbres-là, une fois en Europe, M. Fizet? Ben, lors d'une mission qu'on a faite en Europe, j'ai eu l'occasion de visiter et je suis tombé par hasard sur un petit parc à côté de Notre-Dame et pas loin de l'église de Sully. Il y avait un petit parc et là-dedans, j'ai été impressionné parce qu'il y avait un arbre qui était là. Il était soutenu par des masses de béton parce qu'il y avait un grand âge, plus de 400 ans, et il venait du Nouveau Monde. Alors, ce que je me suis dit, c'est s'il y a des arbres aussi vieux que ça, est-ce qu'il aurait pu rester des vestiges à Fontainebleau aussi de l'arbre de vie? Et ça fait probablement partie de nos intentions d'aller voir, de vérifier s'il aurait pu rester cet arbre-là qui a été planté justement par les explorateurs de cette époque-là. Mais celui de 400 ans, c'est vraiment impressionnant parce qu'il est bichonné, là, vraiment entretenu, soutenu avec des masses de béton pour éviter que les branches tombent. Si je me souviens bien, c'est un tilleul. Alors, c'est ça, c'est quand même impressionnant qu'un arbre de la Nouvelle-France est encore vivant à Paris. Si je peux me permettre, là, si on revient à Fontainebleau, c'est intéressant parce que, selon l'historien Jacques Mathieu, hein, qui a publié un livre en 2009 qui s'intitule L'anéda, l'arbre de vie, on mentionne que Jacques Cartier, lorsqu'il revient en 1542, donc ramène des semences de l'anéda en même temps que ces fameux minerais de pyrite de fer et montre tout ça à François Ier. Et donc, on plante les semences à Fontainebleau, mais on décide de se concentrer sur les fameux minerais et on décide d'y aller avec les mines plutôt que la botanique. Et donc, rapidement, on oublie cette association-là entre l'arbre de vie et l'anéda. Donc, rapidement, les botanistes de l'époque vont, toujours selon Jacques Mathieu, vont oublier que l'anéda a des vertus médicinales. On le sait qu'il vient du Nouveau Monde, mais on ne sait plus qu'il peut servir à guérir du scorbut. Ce qui était quand même sa qualité première, donc c'est quand même... C'est que finalement, il y a seulement une personne, à part peut-être s'il avait fait l'enregistrement de la plantation à l'époque à Fontainebleau avec une description, la seule personne qui connaissait qu'est-ce qu'il avait l'air cet arbre-là, c'est Jacques Cartier. Parce que il y avait peut-être
Jean Saint-Onge, à qui on a dû montrer, parce que Cartier a dû le montrer à certaines personnes, puis il y avait certaines personnes dans l'équipage, mais la personne la plus compétente pour savoir que c'était quoi cet arbre-là, c'est Cartier. Alors, évidemment, quand Cartier est décédé, vers, je pense, c'est 1557, c'est sûr que la connaissance de l'ANEDA est partie avec lui, et d'autant plus que sa description n'est pas présente dans le récit. Ben, si jamais un jour on découvre le manuscrit français, on pourra avoir la description qu'il nous en fait dans son... mais il faut quand même dire que la connaissance a disparu, mais l'intérêt de le rechercher quand même, parce que Lescarbot et Champlain ont tenté de le retrouver parce qu'ils ont été affectés par la même maladie. Mais c'est intéressant parce que dans le fond, là, on vous dit en histoire, on travaille beaucoup avec les sources écrites. Et là, ben, on a laissé des écrits, mais pas très explicites, hein, on pourrait dire en termes contemporains. Et là, il y a la piste botanique, il y a la piste scientifique. On peut y aller d'hypothèses, mais même si on ne s'est pas arrêté à cette situation-là, on le sait pas, on va tenter d'autres voies d'identifier cette ANEDA-là. La seule piste là, au niveau historique là, que je peux remonter, c'est dans une lettre écrite dans les années 1720 sur les voyages de Cartier en Nouvelle-France. Il y a un texte il y a une des lettres de la correspondance qui vient du musée de la Marine qui fait mention que l'ANEDA, il pense que c'est l'épinette blanche. C'est un lien historique qui est dans une source aux archives de Aix-en-Provence, qui vient de la ministère de la Marine. En fait, ce qui décrit, eux autres, c'est en prenant une tisane dans laquelle on fait bouillir de l'écorce et des feuilles d'un arbre appelé épinette blanche, après les avoir pilées, ce remède fut donné en quelques années après aux Français par les sauvages. Un bouillon qui est fait avec de l'eau et où on fait bouillir de petites branches et des feuilles de cet arbre et on met quelque peu de mélasse qui est du sirop de trois petits points là parce que le mot est illisible. Cette boisson est une espèce de bière qui n'est point désagréable au goût et est bonne pour la santé. Alors, c'est la naissance de la bière d'épinette qui aurait été transmise là, et reconnu pour ses biens antiscorbutiques. Mais ça, c'est intéressant. Donc, Richard vient un peu lancer peut-être les hypothèses, puis on va entrer dans les études scientifiques justement sur l'ANEDA. Peut-être qu'avant de parler des études, on pourrait regarder les hypothèses en tant que telles, puis là, faire le tour d'horizon des études sur ces hypothèses-là. Donc Richard, c'était un peu le début avec l'épinette blanche. Oui, en fait, notre intérêt a commencé sur le site Cartier-Roberval après la découverte de brindilles d'arbres d'épinette qui étaient conservés parmi les restes calcinés du fort. Ces brindilles-là, quelques milliers de brindilles, c'était de l'épinette blanche. On peut se poser la question comment ça, ces épines-là ont pu être conservées sur place alors que tout le reste du bois était calciné. Et on sait que quand on fait un feu de camp, qu'on met de l'épinette ou du sapin, toutes les petites brindilles disparaissent complètement lorsqu'il y a un feu, bien facilement et rapidement. Pourquoi, là, ça a été conservé? Mon hypothèse de départ, qui demanderait beaucoup de recherche et d'essais, c'est que le fait de bouillir les branches et les épines aurait permis de mieux conserver ces épines-là dans le sol. Donc, aurait pu avoir être le résidu éventuellement de l'ANEDA pour faire le remède contre le scorbut.
Alors, moi, c'est parti avec l'idée, mais Gilles aussi est parti avec de son côté et a fait une étude vraiment globale de toutes les perspectives là, qui est ouvert en laboratoire. Mais moi, je suis resté avec l'idée de suivre la partie historique qui est racontée au moyen de l'histoire, avec l'idée que la bière d'épinette vient du remède qui était fait à partir de l'annédot. Ce type de bière, la bière d'épinette, a servi à sauvegarder l'équipage de Captain Cook en Nouvelle-Zélande lors d'une disette, là, on parle de 1773. Il y avait besoin d'un apport en vitamine C qui leur manquait. Et dans la recette qui ressemble encore une fois à la bière d'épinette, on ajoutait parfois du houblon et du malt en le laissant fermenter. Et plus tard, je veux dire, à la fin du 18e siècle, on voit un apothicaire déposer un brevet pour un procédé pour produire l'essence d'épinette. Et c'est signé par Henry Taylor, qui habitait en Basse-Ville de Québec. Alors, son procédé permettait d'avoir un concentré d'épinette, d'essence d'épinette, qu'on mélangeait avec de l'eau, et ça permettait d'avoir un concentré et d'amener plus de produits avec soi. Et ce procédé-là a connu un succès auprès des marins, surtout, parce que sur des longs séjours en mer, il y avait souvent des carences en vitamine C. Et c'est pour ça que, en suivant toutes ces pistes historiques, je trouve qu'on a un bon élément. Bien que tous les tests de laboratoire, Jules va pouvoir vous en parler, et nos tests aussi permettent de croire que tous les conifères auraient pu servir à ça. Puis au niveau de la géographie, l'épinette blanche dans la région de Québec, à ce moment-là, on sait qu'elle était présente. Là. Oui, puis on en a sur le site aussi. Là. Ben, on a trouvé les épines, mais il y a des arbres aussi au niveau de l'archéobotanique. Là, il y en a. Là, mais effectivement, l'archéobotanique, toutes les études qu'on a faites, l'inventaire botanique, on a fait l'inventaire botanique de tous les arbres qui sont sur le promontoire. Okay. On a les données archéobotaniques, ce qu'on a trouvé dans le site archéologique. On a des conifères là aussi. Toutes les informations nous amènent à peu près... On a le pin qui est encore là aujourd'hui. On a la pruche qui est encore là aujourd'hui. L'épinette blanche n'est plus là aujourd'hui, mais elle était sans doute là à ce moment-là. Il y a le sapin baumier, qui était là. Puis il y a le cèdre. Le cèdre, on en a quelques exemplaires qui sont des jeunes cèdres dans la falaise, qui poussent dans la falaise. Donc, on a les cinq qui sont les plus importants et qui auraient pu être l'annédot. Ouais. On a les données palynologiques aussi. Ouais. Alors, on a une carotte pollinique qui vient de la base de plein air de Sainte-Foy, parce que la pluie pollinique, ça s'en va très loin. Donc, cette représentation-là est également au niveau des données palynologiques. Donc, on a 5 conifères. Okay. Suspects des hypothèses potentielles. Qui sont celles qu'on continue d'étudier. Jacques Mathieu a étudié le sapin baumier. Jacques Rousseau, c'était le cèdre blanc d'Amérique. Berthier-Plante, qui était l'espèce que Lorraine Gay, qui n'est pas ici aujourd'hui, a étudié. Lorraine Gay, c'était le pain blanc. Le pain blanc qui a été breveté aussi. Hein, je veux dire, il y a des entreprises pharmacologiques qui ont breveté le pain blanc. Mais c'est ça. Il suffit maintenant de les examiner plus en profondeur pour voir c'est quoi la teneur en vitamine C de chacun. Et puis de penser peut-être que celui qui en a le plus est celui que les Autochtones ont préféré. C'est le postulat, dans le fond, dans lequel on se trouve en ce moment. Donc, si on fait l'examen, on les compare, on se dit, bon, ben, si on s'appuie sur les résultats, il y a de fortes chances qu'ils aient utilisé l'essence qui procurait le plus de vitamine C.
Donc là, on vient de faire le tour de l'épinette blanche. Est-ce qu'on y va avec une autre essence, une autre hypothèse à ce niveau-là avant d'enchaîner sur les études puis approfondies? Laurence, oui, Laurence? Oui, je peux y aller. Oui. Moi, comme hypothèse, j'avais le sapin baumier, donc que Jacques Mathieu a étudié dans l'ouvrage que j'ai cité précédemment. Ses arguments en faveur du sapin baumier, c'est entre autres que il a fait beaucoup d'études sur donc, les textes de l'époque et il s'est rendu compte que les explorateurs européens qui sont venus dans le Nouveau Monde ne connaissaient pas le terme sapin. Donc, c'est arrivé plus tard. Aussi que, comme Gilles l'a mentionné, que le sapin est reconnu pour ses vertus médicinales. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le sapin baumier, hein, parce qu'on utilise donc sa résine, sa gomme blanche, hein, qui est mentionnée dans plusieurs écrits, pour soigner plusieurs maux. Aussi, quand même assez grand, donc ça peut aller avec la description de Jacques Cartier. Donc, beaucoup d'usages pharmaceutiques là, à ce niveau-là. Est-ce qu'on y va dans une autre... sur le cèdre blanc, oui. Qui est peut-être encore pour certaines personnes. Il faut faire attention quand on fait de la recherche, que ce soit sur Internet ou dans d'autres livres, dans d'autres références qui ont été publiées. On mentionne beaucoup le cèdre blanc d'Amérique. Or, le cèdre, il y a des chercheurs qui ont trouvé que le cèdre blanc possédait une thuyone, qui est un élément un peu toxique, qui aurait pu rendre l'équipage plutôt malade que les guérir. Il y a ça d'une part, mais il y a aussi, moi je pense, encore plus important, c'est le fait qu'on a découvert qu'il y avait très peu de vitamine C dans le cèdre blanc d'Amérique. Il y a eu une étude de Raal en 2018 qui a trouvé qu'il n'y en avait pas de vitamine C. C'était négligeable la vitamine C qu'il y avait dans le cèdre blanc d'Amérique. Alors, je pense que c'est pour moi le facteur le plus important pour écarter maintenant le cèdre blanc d'Amérique. Jacques Rousseau a quand même fait un très bon travail dans son étude. C'était vraiment très, très exhaustif. Il a étudié beaucoup de paramètres linguistiques, historiques, ethniques, parce qu'il a fait une enquête auprès des Autochtones pour connaître l'origine du mot « anéda », d'où venait le mot. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les données scientifiques de l'analyse de la vitamine C, parce que l'analyse de la vitamine C, on verra ça peut-être un peu plus tard, là, c'est que finalement, on connaît ça seulement depuis 1930, 1940, que la vitamine C est connue puis qu'on peut l'identifier. Et pourtant, en 1954, Jacques Rousseau, botaniste de renom, avait cru démontrer que le cèdre blanc était bien l'anéda. Cependant, quand on considère la description de Cartier, la gomme blanche et la taille des arbres, c'est difficile à croire que ça pouvait être thuya. Et d'ailleurs, en 2009, Jacques Mathieu, dont on vient de parler, écarte à peu près définitivement le cèdre blanc. Mais j'aimerais amener un autre argument, celui de la tradition orale autochtone. Dans le guide d'identification des arbres du Québec et de l'Est de l'Amérique du Nord, à la page du Thuya occidentalis, on peut lire « Les Autochtones d'Amérique utilisaient le feuillage pour se prémunir contre le scorbut ». Plus récemment, Lisanne Obansawin, chef cuisinière abénakise de la communauté d'Adanak, publie dans son livre de recettes donc une tisane à partir du Thuya occidentalis. Et à la page suivante, elle écrit textuellement « Cette infusion présentée aux membres de l'équipage de Jacques Cartier par les Autochtones les avait guéris du scorbut lors de la deuxième expédition de l'explorateur à l'hiver 1535. » C'est intéressant, peut-être sur les Autochtones. Il y a un Abénaki que peut-être que vous connaissez, Michel Nollet-Durand, qui relate une certaine tradition de sa grand-mère, arrière-grand-mère, puis il racontait d'ailleurs le Thuya. On le bouillait, mais en fait, on guérissait les extrémités
avec le tuya. Puis, c'était pas par ingestion, mais c'était vraiment par la vapeur. Entre autres aussi les hémorroïdes. Tiens, je vous amène ailleurs. Mais les extrémités, mais moi, moins les hémorroïdes que... J'ai quand même dit ça dans un balado, mais je vous amène ailleurs, mais les extrémités. Donc, si on se ramène à la maladie, il y a quand même les extrémités. Donc, c'est intéressant quand même d'ouvrir sur, même si on n'a pas personne autour de la table qui peut témoigner de ça, mais il y a effectivement une présence. C'est une tradition orale qui est très féconde. Donc, ça, c'était pour le tuya. Vraiment une hypothèse super intéressante. Puis, ce qui nous amènerait à une autre hypothèse, est-ce qu'on... Mais j'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport à la tuyane, c'est ça qu'on dit? Oui, la tuyane, Oui, qui serait soi-disant psychotrope, neurotoxique. Ouais. Dans l'ouvrage de Jacques Mathieu que j'ai lu, encore une fois, on dit qu'il n'y en a pas assez lorsqu'on fait une décoction de cèdre blanc. Il n'y a pas assez de tuyane, donc pour nous intoxiquer. Voilà. Donc c'est pas, il n'y a pas de danger, là, je pense, par rapport à ça. C'est un élément qui est un peu repoussoir, c'est ça, c'est qu'on se dit, ah, mais mon Dieu, on a une super hypothèse, mais là, on lit ça, puis on se dit, ah, mais surtout quand on remet en contexte, quand on lit la relation, c'est sans équivoque, ils sont assez malades, ils sont très souffrants, puis si effectivement on leur donne quelque chose qui est susceptible de les achever, c'est peut-être pas... Puis en plus, il y avait d'autres maladies, là, on lit dans la relation qu'il y avait d'autres maladies qui étaient en cause, qu'on traînait les maladies via un mode de vie. Donc ça, c'était peut-être pour le tuya. Est-ce qu'on enchaîne sur une autre hypothèse? La pruche, oui. L'approche, c'est assez simple pour moi. Il y a deux éléments importants à retenir dans l'approche. C'est le seul arbre que Cartier ne connaissait pas. Il n'y en a pas en Europe. Donc, il découvre ça ici. Puis, pourquoi, s'il avait connu que ça avait une référence soit au sapin ou à l'épinette qui existe en France, ça ne s'appelle pas le sapin bourbier, mais il y a des sapins en Europe, là. Puis comme l'épinette, il y a des épinettes en Europe. Alors, il n'a pas utilisé un nom européen. Et c'est probablement, et ça c'est Jacques Rousseau lui-même qui évoque cette possibilité-là, qu'il ne connaissait pas l'espèce en question, et ce serait donc la pruche du Canada. Et l'autre aussi qui va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut quand même retenir l'importance de maintenant on est capable d'évaluer la quantité de vitamine C dans les produits, que la pruche, dans les études qui ont été faites antérieurement, c'est la pruche parmi les conifères, ça serait celui où, ceux qui en ont le plus. Alors, peut-être pas nécessairement le plus, mais parmi ceux qui en ont le plus. Avec le pin, probablement. Et ça reste à voir avec les études que nous avons entreprises, qui ne sont pas terminées, parce que c'est pas toujours évident de conclure sur ces quantités-là. Je prends l'exemple du pain. Dans l'étude de Rahal 2018, le pain n'a pas donné des résultats d'écart importants au niveau des teneurs en vitamine C. Parce que la vitamine C, c'est ça aussi, là, c'est quelque chose extraordinairement variable. C'est-à-dire que, par exemple, la vitamine C, si vous prenez les branches d'un arbre au sommet, et puis vous prenez les branches d'un arbre au bas, il va y avoir une différence de vitamine C. Si vous prenez du côté nord, du côté sud, il va y avoir une variation. Alors, c'est une variation au niveau de la lumière, et c'est des facteurs qui peuvent donner des résultats quand on fait des tests qui sont différents. C'est important que les gens sachent, c'est que les résultats d'aujourd'hui nous donnent des teneurs en vitamine C pour les conifères qui ont un maximum d'environ 15 mg par 100 grammes. Donc, c'est beaucoup moins que les résultats qui ont été publiés antérieurement, mais qui sont des résultats où la vitamine C venait à peine d'être connue et évaluée, c'est-à-dire dans les années 40-50. On a des données où on a des résultats de 200 à 300 mg par 100 grammes. Alors, est-ce que c'est la méthodologie qui était différente, là? Je pense que c'est peut-être une possibilité. OK. Puis peut-être qu'on va plus approfondir sur les études. Là. Je sais qu'il nous restait le pain à voir. Moi, je retiens quand même de l'hypothèse de la pruche que Jacques Cartier ne connaissait pas
cette essence-là. Donc, s'il ne la connaissait pas, il ne l'aurait pas nommée ainsi. Donc, l'ANEDA pourrait, d'un point de vue, si on repart de la relation, ben, il ne connaît pas cet arbre-là, il peut l'appeler ANEDA. Donc, à ce point de vue-là, mais c'est très mince. Mais on arrivera dans les études scientifiques, peut-être, moi j'ai beaucoup aimé la méthodologie, puis peut-être qu'on pourra plus la développer. Est-ce qu'on avait quelqu'un qui parlait pour le pain blanc? Est-ce que... Bon, Lorraine n'est pas ici, mais elle m'a envoyé un texte pour vraiment en parler. Une procuration de Lorraine. Alors, elle parle surtout d'une hypothèse qui a été émise par Berthier Plante, qui est un passionné de nature et d'histoire, un ancien gestionnaire d'Hydro-Québec à la retraite. Lui, il a écrit un livre en 2018 qui est accessible en ligne d'ailleurs, l'ANEDA, l'histoire d'un arbre. Dans cet ouvrage, Plante démontre que les Iroquoiens auraient identifié le pin blanc comme étant l'arbre qui aurait été l'ANEDA. Plante reprend toutes les possibilités mises au cours des siècles sur l'identité de cet arbre guérisseur pour ne retenir que 2 critères essentiels décrits par Cartier, la taille et la circonférence. Parmi les conifères, seul le pin blanc peut atteindre 40 mètres de hauteur et un diamètre de plus que 5 mètres. C'est pourquoi on le surnomme le roi de la forêt. La teneur en vitamine C de l'épinette blanche et la prune du Canada sont connus pour leurs usages traditionnels anti-scorbut. Seul le pin blanc est classifié comme très efficace et sécuritaire selon des études américaines réalisées par l'ethnobotaniste James A. Duke et des analyses faites par l'Institut Polytechnique de Virginie. La ville de Montréal aurait dessiné son drapeau en 2017 et ses armoiries pour y introduire en son centre un pin blanc. Le pin blanc est le symbole des peuples autochtones et il représente la paix, l'harmonie et la concorde. Il symbolise l'arbre de la paix. Donc, on vient de faire le tour avec les membres de l'ICR là, au sujet des hypothèses probables, plausibles, pour identifier quelle était l'essence d'arbre qui était en fait l'ANEDA. Ça nous ramène en fait toute cette problématique-là à notre enjeu scolaire, à Daphné et à moi, à Valérie aussi. On veut travailler avec les élèves. On veut amener les élèves à pouvoir identifier ce qu'est-ce que ben, identifier, ce serait intéressant, mais au moins se poser des questions, puis à leur manière participer à cet exercice-là. Et justement, ben, ça nous a amené à faire une tâche, puis c'est là-dedans qu'on travaille. Donc, pour ce segment-ci, je passe la parole à Daphné qui va nous remettre un petit peu en contexte sur ce qu'on fait au niveau du CSS des découvreurs en collaboration avec Portneuf dans cette appropriation-là de tout cet enjeu-là, puis de l'amener au niveau pédagogique. Donc, on est parti de vos hypothèses, en fin de compte, de toutes ces espèces-là, de ces essences, pour pouvoir dire, bien, en sciences, au secondaire, bon, il y a 3 compétences. Il faut quand même le placer, là. Donc, il y a la compétence 1 qui est chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique. C'est clairement un enjeu, là, c'est chercher une solution, une réponse à ce type de solution-là, qui est l'enjeu de identifier ou tout au moins cibler vers quelle essence on irait. À ça s'attachent des techniques de laboratoire, de la manipulation, l'identification aussi des espèces au niveau végétal. Mais particulièrement, on a ciblé la tâche en 3e secondaire parce que ça touchait l'humain. Puis en secondaire 3, donc les sciences, le thème principal, c'est l'être humain et tous ses systèmes. Donc, vous comprendrez que la vitamine C venait parfaitement se joindre à ça, parce qu'on voit l'être humain et le système digestif et la nutrition. Et après ça, ben, l'être humain et la relation musculo-squelettique, si on allait voir dans les blessures qui pouvaient être causées par le scorbut. Donc, nous, on s'est attardé à cette problématique-là pour se dire que le programme demande aux élèves, aux enseignants de créer des tâches authentiques. Qu'est-ce qu'il y a de plus authentique qu'une situation qui est encore à ce jour non résolue? Et c'est des élèves de secondaire 3 qui sont en sciences, mais qui sont aussi en histoire. Donc, ce qu'ils voient présentement en histoire et l'enjeu historique
les amène, et là, l'outil scientifique, l'outil de la science, vient amener le besoin d'aller faire cette recherche-là. Donc, on a utilisé le protocole qui est écrit, que Jacques Mathieu met dans son livre, et on a demandé à notre technicienne en travaux pratiques d'aller extraire et de faire cette démarche-là de comment on pourrait faire. Et donc, ça vient rejoindre toutes les techniques qui seraient amenées par les élèves, c'est-à-dire qu'il y a 4 univers en sciences, l'univers du vivant, puis l'univers matériel, terre et espace, et univers technologique. Nous, cette tâche-là se concentre très clairement sur 2 univers, c'est-à-dire l'univers du vivant, puisqu'on va toucher à la nutrition par la vitamine C, par ce manque de vitamine C, par le système digestif. Donc, on fait une comparaison avec les aliments. Les agrumes étant ce qu'on connaît, ce que nos élèves connaissent comme étant parmi les plus grands des aliments contenant de la vitamine C. Et on va trouver l'univers matériel qui est toute la partie chimie, c'est-à-dire donc la concoction, la dilution, faire bouillir les propriétés de la matière dans le point d'ébullition, les réactions chimiques, parce que pour pouvoir aller faire les tests, on va utiliser un indicateur. Donc cette démarche-là, qui a été montée à partir du volume de Jacques Mathieu, on la fait faire. C'est ça la tâche. On va la faire faire aux élèves pour qu'ils puissent aller déterminer, selon les essences qu'ils auront choisies parmi celles dont vous avez parlé, celles qui pourront donner comme hypothèse. Donc, selon eux, laquelle serait, mais en se fiant à tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, est-ce que je fais référence à la taille de l'arbre? Est-ce que je fais référence à la présence sur le territoire du moment? Est-ce que je fais référence à la description? Puis tout ça, comme ils sont en histoire, ils vont l'avoir fait dans l'étude des documents. C'est la partie qu'ils font en histoire. La partie scientifique, la compétence 1, vient faciliter leur manipulation pour aller tenter de chercher une réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent dans ce genre de tâches-là, il y a toujours on arrive toujours à un résultat très clair, même si en science, c'est pas vrai qu'on arrive à un résultat. Il faut répéter plusieurs fois. Alors moi, ce que je trouvais intéressant quand j'en ai parlé à Daniel, c'est le fait que on a quelque chose et ils n'arriveront probablement pas à un résultat. Mais vos tests ont donné, en effet, des concentrations de vitamine C qui sont fort intéressantes, puis qui pourraient nous enligner en dire, c'est la cruche, ou c'est le pain blanc. Mais eux, avec la façon dont ils vont l'utiliser, parce qu'évidemment, on n'a pas les appareils de vos laboratoires scientifiques, ils vont le faire avec une solution d'iode et d'amidon. Ils vont aller compter le nombre de gouttes qui va permettre d'aller savoir. Donc, plus il y a de gouttes d'iode qui sont ajoutées avant un changement, un virage de couleur, et plus on aura une quantité plus grande de vitamine C. Donc, c'est avec cette façon de faire-là qu'ils vont aller déterminer, eux, laquelle des essences. Vous comprendrez qu'on ne saura pas non plus et qu'ils vont faire le test. Alors, probablement, on ne pourra pas tester les 5. Fait que, par équipe, notre tâche s'enlignait vers chaque équipe testerait 1 à 2 essences pour avoir un retour derrière ça. Puis il y a aussi tout l'enjeu, là, parce que recourir à des agences, à des gens qui font ça professionnellement, là, on est dans les écoles, les techniciens en travaux pratiques. Puis il faut nommer le travail de Roxane Bourdage, qui a été à l'emploi l'année passée au service éducatif, qui a été vraiment allé couper, précurseur, qui a travaillé en laboratoire pour des compagnies pharmaceutiques, puis qui est allé chercher les essences, puis ça, c'est du travail. Donc, ce serait vraiment intéressant d'avoir les 5 en même temps dans la classe, mais c'est une somme de travail qu'on amène dans la cour des TTP. Donc, il faudra, nous, c'est l'enjeu, c'est de rendre ça réaliste. Digestible, je veux dire, dans une réalité de classe où on a des périodes de 75 minutes. C'est cette réalité-là. Juste un petit mot sur les teneurs en vitamine C qui ont été avancés tout à l'heure, qui est vraiment, je pense, peut-être la base du secret de l'énigme de l'ANEDA. On verra, l'avenir nous le dira. Mais on a un tableau qui donne le contenu en vitamine C des différents conifères de la région de Québec comparé à celui d'autres études. Alors, c'est aperçu que dans le fond, le cèdre blanc d'Amérique avait moins de 3 mg par 100 g dans notre étude. Ça veut dire qu'on n'a pas été capable vraiment de détecter. Mais dans les autres, pour
pour faire une histoire courte, là, c'est que le maximum est de 15 mg par 100 grammes et qui est la pruche du Canada. Les autres, c'est 1,1, 3,9, 8,6, 9, 10. Alors, c'est ça les teneurs en vitamine C des conifères selon les études récentes. J'aimerais faire du pouce là-dessus parce que dans l'utilisation de la façon de faire, de la méthodologie, vous avez décrit des choses très particulières. Évidemment, avec nos élèves, il sera probablement pas possible. D'ailleurs, l'enjeu qu'on va avoir, c'est la situation de, vous avez fait la cueillette comme possiblement ça a été fait en hiver, alors que nous, ça sera probablement pas possible parce que dans l'espace-temps, le sujet et les concepts vus vont être vus à l'automne. Donc déjà là, on va avoir une différence probablement dans les résultats en teneur de vitamine C de par l'exposition probablement soit au froid ou à la lumière et ainsi de suite. Ça c'est de un. De deux, ben il y a dans les études qui seront je ne sais pas si on n'avait pas décidé si on allait leur proposer de voir les résultats des études poussées par les laboratoires. Mais il y a quelque chose d'intéressant parce que la pruche, en effet, en 2018, donne un résultat de 15 mg par 100 grammes. Sauf que le pain blanc, dans vos études récentes, donne quand même un 6 mg par 100 grammes. Donc, dans ce qu'on a présentement, puis dans ce qu'ils auraient à tester, ça serait probablement, si on leur mettait devant, dans les hypothèses des essences, bien, ils iraient probablement vers le pain blanc. Puis appuyé derrière ça par peut-être les textes, puis ce qui en ressort, bien, il pourrait être porté. D'où, je répète, la richesse de la tâche, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas capables d'arriver. Moi, je trouve ça fantastique de dire, bien, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on aille re-questionner, il faut qu'on aille rechercher à nouveau, parce que c'est ça la science, puis qu'on va continuer et que les résultats entre Muckle dans Rousseau en 1953, qui nous donne du 270 mg, mais il y a donc des choses qui ont changé. Et juste si ce n'est que de questionner les élèves là-dessus, quelle pourrait être la différence si notable entre la quantité qui est nommée en 2018, mais de 1953 à celle qu'on a présentement, si nos techniques sont plus raffinées? Quelles seraient les raisons? Et ça, déjà là, on se lance dans déjà des hypothèses sur la manipulation, la collecte, la façon, la procédure scientifique derrière. Moi, je trouve ça très, très riche. Si je peux me permettre, là, juste avant qu'on termine le balado, pensez-vous qu'on pourrait revenir sur le scorbut? On l'annonce, ça fait plusieurs fois qu'on l'annonce depuis le début de l'émission, puis je suis pas sûre qu'on a vraiment fait le point dessus. C'est quoi les symptômes du scorbut? Est-ce que Gilles, tu voulais te lancer? Si j'ai bien compris, là, tout part de la carence en vitamine C. Donc, est-ce que tu voulais te développer là-dessus? Alors oui, effectivement, la diète alimentaire a des conséquences extrêmement importantes pour la survie des populations ou des groupes qui sont en exploration à différents endroits ou qui sont éloignés de produits de fruits et légumes, par exemple, dans lesquels ils peuvent trouver de la vitamine C. Mais quels sont ces premiers symptômes qui peuvent survenir dans les cas où la vitamine C peut être en déficience? Alors, le scorbut se manifeste initialement par de la fatigue, de l'irritabilité, de la perte de poids, d'antralgie, de myalgie. Surviennent ensuite des édèmes aux membres, puis des hémorragies au niveau de la muqueuse du nez et des gencives. Gingivite, gencives violettes, hypertrophie gingivale, etc. Et de nombreuses ecchymoses sous la peau. Les dents se déchaussent, puis tombent. L'atteinte cellulaire se manifeste au bout de 120 jours et les signes cliniques apparaissent au bout de 130 jours environ, selon Malbranck en 2014. Alors, quelle est la fameuse phase terminale? Parce qu'on sait que à Cap-Rouge, ça s'est produit comme sur la rivière Saint-Charles. Il y a des gens, il y en a 25 qui sont décédés sur la rivière Saint-Charles. Et au Cap-Rouge, il y en a une cinquantaine. Alors, la phase terminale de la maladie se traduit par une disparition des défenses immunitaires, provoquant des surinfections et une cachexie, c'est l'affaiblissement important de l'organisme, puis la mort. Si d'autres facteurs s'ajoutent, tels qu'une maladie infectieuse, un travail intense, une famine, une température froide, comme c'était le cas au Cap-Rouge, la gravité
est alors accrue et l'évolution est accélérée. Au Cap-Rouge, assurément, il y avait le froid, le travail intense et la famine qui ont constitué des conditions aggravantes. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est comment on en guérissait avant de se rendre à la phase terminale. Richard, comment on guérit, si on veut éviter la phase terminale, comment on guérit le scorbut? C'est une question qui est somme toute très pertinente. Oui, en général, c'est de l'absorption de vitamine C, mais au Cap-Rouge, on manquait de vivres qui étaient de première fraîcheur. Et à Cap-Rouge et sur la rivière Saint-Charles, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà eu une première aventure avec Cartier où il y a eu 25 morts, comme Gilles l'a cité. Et c'est là que le remède a été découvert par un échange ou une donation ou une bonne entente avec les Autochtones qui ont fourni le remède selon lesquels ils apportèrent 9 ou 10 rameaux qui montrèrent comme il fallait peler l'écorce et les feuilles du bois et mettre le tout à bouillir dans l'eau, puis en boire de 2 jours l'un et mettre le marque sur les jambes enflées et malades. Alors ça, c'est ce qu'on a comme information, mais comme vous voyez, c'est pas très précis. C'est pas un livre de recettes là, où on a toutes les quantités. Alors nous, comme chercheurs, à partir de ce qu'on connaît des découvertes qui ont été faites à Cap-Rouge, sur le site de Cap-Rouge, et on a identifié des conifères, dont les 5 principaux, à notre avis, sont le sapin baumier, le cèdre blanc, l'épinette blanche, le pin et la pruche. Alors, avec toutes ces essences-là, on a voulu recréer le produit d'un addenda, tout en ne connaissant pas l'espèce principale qui a servi pour faire cette expérience-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher les 9 à 10 branches d'arbres, ou ce qu'ils appellent être rameaux, et on les a découpés pour les mettre à bouillir dans des contenants de 10 litres. Ce qui pouvait correspondre à des quantités de chaudron de l'époque de Cartier-Roberval. Ce qui est important, c'est qu'on a fait l'expérience en hiver et on voulait avoir les mêmes conditions climatiques, les mêmes conditions les plus proches. Ce que nous n'avons pas fait, on l'a pas fait. On a essayé de le faire à l'extérieur, mais c'était trop compliqué. Fait qu'on l'a fait à l'intérieur, l'expérience, ce qui, à notre avis, ne change pas grand-chose. Probablement que les chaudrons ont été utilisés à l'intérieur des navires de Cartier, là, dans la portion cuisine. Alors, on a fait bouillir, où on a pu faire une décoction là, qu'on a pu retirer, congeler, et après ça, transmettre à un laboratoire qui a fait l'analyse avec les résultats qu'on connaît. Parmi lesquels le pain ressort comme étant la principale source de vitamine C parmi les essences étudiées. Tantôt, vous parliez, puis tantôt, vous disiez que les Autochtones de l'époque, on ne sait pas si eux-mêmes avaient fait ce banc d'analyse-là, avec quels critères ont-ils choisi l'espèce qu'ils ont choisi pour utiliser. C'est des questions auxquelles il est vraiment difficile de répondre. On est vraiment dans la supposition ou dans l'hypothèse. Là. Oui, bien, c'est ça. C'est pour ça que le travail reste à faire encore là, pour arriver à une meilleure hypothèse. Mais est-ce qu'on va être en mesure de déterminer quel conifère est le meilleur? Moi, je pense que ce qui est intéressant des études qui sont faites à date et qui vont se poursuivre, c'est que dans le fond, les conifères présentent une quantité quand même, je dirais pas minime, mais quand même faible de vitamine C. Faible étant, mettons, de jusqu'à 15 mg. Et si on prend une dose à partir
si on fait une décoction à partir de n'importe quel conifère, on va arriver avec une décoction qui n'a pas une forte dose. C'est pas l'équivalent d'une orange, par exemple. Voilà. Mais, c'est pas moi qui le dis, là, c'est l'étude de Rahal qui considère que, puis l'expérience de quartier sur la rivière Saint-Charles le prouve, c'est qu'on peut utiliser de petites doses, contrairement à ce qu'on va recommander aujourd'hui dans un hôpital, tu sais, et qu'on recommande aussi aux gens de manger à tous les jours dans leur quotidien. On leur demande un minimum de vitamine C. Alors, c'est que dans le fond, on peut s'en guérir avec une petite dose. C'est ça un peu la conclusion. Parce que quand tu regardes les différentes propositions qui sont faites au niveau médicinal, c'est 50 grammes, 110, il y en a qui vont jusqu'à 1000 grammes. Bon, alors une grande variation. Et c'est qu'on va se guérir quand même avec des petites doses. Et j'ajouterais même que c'est aussi spectaculaire avec les petites doses, parce que quand on regarde ce que... Tu as parlé du traitement, le remède, mais comment ça a pris de temps avant qu'ils sentent les effets? Ça a pris une couple de jours. C'est 8 jours, je pense. Non, ça, c'est la guérison. Ça, c'est la guérison. On parle des effets, parce que ce qui est arrivé, c'est que dans les premiers jours, peut-être même le premier jour, ils se sont vus, parce qu'il y en a... C'est pas tout le monde qui s'est lancé dans la décoction. On voulait pas l'en prendre. Mais il y en a quelques-uns qui se sont lancés. Alors, quand les autres ont vu les résultats de la guérison progressive sur les autres, après 2 jours, ils sont allés chercher un arbre complet. On va parler de rameaux tantôt, mais là, ils sont allés chercher un arbre complet pour faire un remède sur le 8 jours en question. C'est 8 jours, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est 6 ou 8 jours. Mais donc, rapidement, c'est une guérison rapide, peu importe qu'on prenne 10 mg par jour ou 50, 60. Il ne faut pas oublier non plus que les Autochtones n'étaient pas nécessairement sédentaires. Ils se déplaçaient. Alors j'imagine qu'ils utilisaient ce qu'ils avaient sous la main. Ils faisaient peut-être des mélanges. Ouais, c'est pour ça, un conifère, quelqu'un qui connaît pas bien les conifères, aujourd'hui, il peut confondre un sapin avec un épinette, etc. Là, je veux dire... Il y a plein de questions qui subsistent, hein. C'est ça, c'est un peu ce qu'on peut tirer c'est un peu la conclusion de notre balado sur l'ANEDA, effectivement. Donc, au bout de la ligne, les questions demeurent. On nous pousse plus loin. C'est-à-dire que les questions peuvent nous pousser plus loin encore dans les facteurs à amener et à voir dans le questionnement. Donc, vous avez parlé des sols, vous avez parlé de la quantité ingérée, vous avez parlé... Donc, il y a plusieurs facteurs encore à explorer. Je trouve ça encore plus... C'est riche. Il y a une chose que j'aimerais ajouter, c'est que il y a le scorbut. Ben, le scorbut, oui. Il n'y a pas eu nécessairement de mortalité. Et pendant la pandémie, il y a une étude française de 2015 à 2022 qui ont étudié chez 880 enfants, mais de classe sociale plutôt pauvre, qui se sont présentés avec des symptômes du scorbut. Alors, on a vu apparaître les symptômes du scorbut dans notre ère moderne, dernièrement. Donc, c'est pas au 16e siècle, là, c'est très dernièrement, mais c'est sûr qu'on a pu les guérir avec les connaissances qu'on a, puis la rapidité d'accès aux produits qui ont de la vitamine C. Mais donc, c'est quelque chose qui était aussi relié aux classes sociales au 16e siècle. Parce que ceux qui ont été mis au régime sec, là, la fameuse diète que Roberval a mis en place, qui comprenait des éléments séchés, très peu de fruits et légumes, mais il y avait des fèves. Il y avait seulement des fèves, puis c'est des fèves sèches, donc probablement 0 vitamine C. Et la viande était séchée, le poisson était séché, donc il y avait pratiquement 0 vitamine C. Alors, ces gens-là de la classe, ce qu'on appelle les gens du commun, hein, ce sont les gens qui ont probablement écopé
du scorbut et qui sont parmi les cinquantaine de personnes qui sont enterrées au Cap-Rouge. Du côté de la classe mieux nantie, les aristocrates et les nobles qui étaient sur place, on trouve dans le secteur qu'ils occupaient des fruits, des dattes etc. Je veux dire, les aliments étaient beaucoup plus variés de ce côté-là. Il n'y avait pas la même diète qui était recommandée pour les messes pour les gens du commun, là. C'est intéressant parce que l'ANEDA, dans le fond, nous amène à reparler des divisions économiques, même au niveau de la société aussi. C'est une société assez hiérarchisée, donc ça nous ramène aussi à toute la composition de l'équipage, puis c'était très hétérogène, en fait, là. Oui, bien, faut pas oublier qu'il y avait des échanges aussi avec les Autochtones pour le poisson, notamment, mais peut-être que ça a changé avec l'hiver. Mais il y avait les ressources fauniques aussi autour là, qui étaient plus accessibles. Même aujourd'hui sur le site, on avait une orignal qui est arrivé nous visiter durant nos fouilles. Okay. J'imagine qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus d'animaux que ça qui venaient. Là, je veux dire, ce qui est assez impressionnant, là, juste pour la petite histoire. On entendait le bruit de l'orignal arriver à travers le bois, mais il est arrêté par la clôture. Puis à un moment donné, on a entendu un gros bing-a-bang dans la falaise. Et on s'est dit, bon, il est tombé en bas. Mais on s'est rendu compte qu'il était rendu juste sur la route, en bas de la falaise. Puis à un moment donné, il est parti vers le fleuve. Puis il est traversé complètement de l'autre côté. C'est tellement fort, là. Ça a traversé sur le fleuve, là. On voyait ça de loin, là. C'était vraiment impressionné. Ouais, je ne parlerai pas de tous les animaux qu'on a eus sur le site, mais je pense qu'à l'époque, ils ont eu accès à le raton laveur et les marmottes. Faut pas les oublier. Donc, merci tous et toutes pour cette belle conversation. Donc, j'aimerais remercier encore une fois les gens qui se trouvent avec moi en ce moment. Le café, tu fais.